Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'informatique et aux télécoms pour les professionnels du secteur. Et comme chaque semaine pour décrypter l'actualité de ce secteur, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet qui a retenu votre attention, c'est une étude sur les utilisateurs SAP réalisée par l'USF, qui est l'association des utilisateurs francophones des SAP, et qui tenait sa convention il y a une semaine. Oui, c'est ça. Bien. Alors c'est intéressant parce que ça donne quand même un portrait assez précis de l'utilisateur. Il n'est pas moyen, justement, des produits et des solutions et des services SAP. Absolument, donc c'est d'autant plus intéressant. Alors, juste pour préciser, cette convention se tenait à Nancy. C'est d'autant plus intéressant que, en fait, c'est la deuxième enquête. La première enquête avait été réalisée il y a 2 ans, donc ça permet d'avoir un état des lieux et puis d'avoir aussi un état de la progression sur ce que pensent les utilisateurs de leurs fournisseurs. Alors, je dirais qu'évidemment, il y a beaucoup de chiffres et on n'en citera pas, on donnera plutôt des indications de tendance. Je dirais que le premier élément, c'est qu'en général, les utilisateurs de produits SAP sont satisfaits des produits et ils sont aussi satisfaits des services, en particulier des services et supports de maintenance. Donc ça, c'est, je dirais, le panorama général. Sachant que depuis 2 ans, sur ces 2 items, il y a eu une progression de la satisfaction. Là où ça se corse un petit peu, et c'est là où on va évidemment mettre un peu l'éclairage là-dessus, puisque c'est là où il y a des marges de progression possibles pour SAP. Le premier, c'est que les utilisateurs ne sont pas très satisfaits de la transparence des règles commerciales imposées par leurs fournisseurs. Donc on sait bien que à chaque nouvel passage d'une version à une autre, à chaque renouvellement des licences, etc., il y a toujours une sorte de rapport de force qui s'effectue entre le fournisseur et l'acheteur. Et donc de ce point de vue-là, les utilisateurs aimeraient que les règles soient plus transparentes, soient plus claires. Plus transparentes et en gros qu'ils sachent à quoi s'en tenir et à quelle sauce ils vont être mangés. Le deuxième élément, c'est que la capacité d'écoute et donc de SAP n'est pas à la hauteur de leurs attentes, sachant que l'USF se met dans ce qu'ils appellent ça une espèce de co-construction avec leurs fournisseurs. Bon, si on revient quelques années en arrière, on se souvient des réunions d'utilisateurs pour essayer de faire remonter leurs revendications. Maintenant, c'est beaucoup plus fluide puisqu'on a tous les outils qu'il faut. Donc, c'est dans cet esprit-là que l'USF essaie d'avoir une relation avec le fournisseur. Et donc, les utilisateurs ne sont pas satisfaits de cette capacité d'écoute. En gros, ça veut dire que SAP n'écoute pas ce que souhaitent les utilisateurs. Le troisième point, c'est que alors on a dit tout à l'heure que la qualité du support était satisfaisante. Ce que critiquent les utilisateurs, c'est que le rapport qualité-prix de cette maintenance, ça ne va pas. En gros, ça veut dire que la maintenance est bonne, mais elle est très chère. Et ça, on le sait. On se souvient, il y a quelques années, il y avait eu un rapport de force entre SAP et les utilisateurs. SAP avait décidé de monter le prix de la maintenance de 17 à 22%, je crois, du prix annuel. Donc ça avait fait un tollé, les utilisateurs s'étaient mobilisés. Et donc, finalement, SAP avait dû faire marche arrière. Et on sent bien que SAP n'est pas le seul, d'ailleurs. Les gros éditeurs de ce type-là ont cette démarche-là, de pousser un petit peu pour essayer de gagner un petit peu plus. Et ce qui amène à un autre point qui est que les utilisateurs ont le sentiment que la relation avec SAP est une relation très mercantile. Bon, on sait, SAP, ce n'est pas une entreprise philanthropique, ça c'est clair, mais en tout cas qui pousse le bouchon un petit peu loin pour essayer de faire en sorte que les résultats trimestriels soient les meilleurs possibles et peut-être même encore mieux que ça. Donc ça c'est le panorama général. Donc sur ces points-là, il y a des progrès à faire. Et puis le dernier point, c'est sur HANA. Donc HANA, on sait, c'est la base de données in-memory orientée colonne que SAP
a annoncé il y a quelques années. Maintenant, c'est vraiment le produit phare, c'est un peu le produit d'infrastructure sur lequel tout doit se plugger. Et de ce point de vue-là, les utilisateurs, je dirais, manquent d'informations, enfin, ne sont pas satisfaits de la qualité des informations, à la fois sur le périmètre fonctionnel, sur l'évolution technique et tout. Donc je dirais que de ce point de vue-là, il y a encore des progrès. Et puis dernier point, c'est on sait que l'offre SAP, c'est une offre extrêmement structurante, c'est-à-dire qu'en gros, on n'en change pas comme ça. Et malgré tout, il y a, et ça c'est en progression par rapport à la première enquête, il y a près de 30%, 28% exactement, des utilisateurs qui disent changer de fournisseur, pourquoi pas. Alors on sait bien, entre le dire et puis le faire, il y a une marge de manœuvre, surtout dans ce genre de... Surtout pour ce genre de produit, mais néanmoins, le seul fait de l'exprimer, malgré tout, c'est quand même révélateur d'un état d'esprit général. Et donc, SAP, je suppose, a déjà réfléchi de manière assez importante sur les résultats de cette enquête, sachant qu'il y a certainement des enquêtes qui sont assez similaires dans les autres pays, en Allemagne et aux États-Unis. Alors des SAP au cloud, on fait la transition d'autant plus facilement que d'ailleurs c'est une des stratégies de SAP de migrer ses services vers le cloud. Et là on parle du cloud en Europe, parce que souvent on parle du cloud de manière un peu globale. Et là on a une étude qui montre quand même les positions respectives des différents acteurs avec deux grands gagnants. Amazon, ça c'est pas une surprise, mais Microsoft peut-être par contre c'est peut-être plus surprenant, en tout cas ça mérite un éclairage. Alors effectivement, donc c'est un rapport de Forrester qui fait ce rapport de manière régulière et qui le met à jour. Et donc là, alors c'est la version du cadran magique du Gartner, mais version Forrester, donc c'est pas un cadran, c'est une espèce de carré dans lequel il y a des cercles. Et donc l'idée, c'est pas de classer les fournisseurs de cloud public en fonction du chiffre d'affaires qu'ils réalisent, mais plutôt en fonction d'un certain nombre de critères, donc la couverture fonctionnelle, le nombre de produits et solutions proposés, enfin la qualité technique. Donc il y a tout un tas de paramètres qui entrent en ligne de compte. Et donc vous l'avez mentionné, donc il y a 9, dans ce carré-là, il y a 9 fournisseurs qui sont identifiés. Et la première remarque, alors vous l'avez faite, c'est effectivement Amazon Web Services et Microsoft qui sortent du lot, suivis par les deux autres compères que sont IBM et Google. Mais la remarque importante à faire, c'est que sur ces 9, il y a un seul européen, c'est Interroute. Et Interroute, d'ailleurs, vous vous souvenez, on avait interviewé le directeur général de la filiale française il n'y a pas très longtemps. Donc c'est quand même, je dirais, un peu préoccupant, c'est le mot minimal qu'on pourrait utiliser, sachant que parmi les autres, c'est quasiment que des Américains qui sont identifiés là. Donc il y a ceux qu'on a cités, qu'on connaît, il y a Oracle, il y a Salesforce en plus. Juste pour préciser, quand on parle ici de cloud public, on parle pas c'est à l'exclusion de SaaS, c'est tout ce qui est IaaS et PaaS. Donc ça veut dire IaaS, c'est donc soit de la puissance, soit du stockage, et PaaS, c'est en gros environnement de développement à disposition. Donc un seul européen et puis deux fournisseurs qu'on ne connaît pas beaucoup finalement, c'est Cloud Signa et CenturyLink qui sont un petit peu derrière mais qui sont dans le peloton et qui sont américains. Alors Forrester précise quand même qu'il y a malgré tout des Européens qui travaillent à la question. Donc il y a SAP, on vient d'en parler, qui propose des offres sur le cloud. Il y a T-Systems qui est très, très engagé dans le domaine. Et puis on en a parlé à de nombreuses reprises. En France, il y a OVH qui fait un parcours tout à fait significatif et qu'il faut mentionner parce que finalement c'est un des rares, bon il y en a quelques autres mais de taille encore un petit peu plus inférieure, c'est un des rares fournisseurs français, donc il faut le mentionner et il faut espérer que ces fournisseurs français vont continuer à se développer de manière satisfaisante parce que sinon, si on veut se fournir en service cloud, il va falloir passer par des entreprises non françaises. Alors du cloud aux composants, on s'éloigne un petit peu du cœur de l'informatique en tant que service, on rentre vraiment dans le cœur des choses. Avec une annonce quand même assez impressionnante ou importante, c'est le rachat d'NXP qui est par Qualcomm, deux fondeurs, pour dire un peu les choses très concrètement. Alors c'est pas forcément très connu de tous nos lecteurs, mais c'est quand même assez structurant pour le secteur.
Effectivement, on sait que ne serait-ce que la loi de Moore et puis tout ce dont on parle en permanence, c'est basé sur des composants. Et s'il n'y avait pas les composants, on n'aurait pas eu les évolutions qu'on a connues ces dernières années. Donc il se trouve que c'est la plus grosse opération sur ce marché des semi-conducteurs. Donc 47 milliards de dollars, donc c'est quand même important. Ouais. C'est le numéro 4. Alors tout dépend des classements, parce qu'il y a 36 classements, mais en gros c'est le numéro 4 qui rachète le numéro 7. Qui lui permettra de rester, parce qu'en gros, les trois premiers sont largement assez loin, sachant que le numéro 1, c'est Intel. On se souvient qu'il y a eu des moments des passages un petit peu à vide d'Intel, mais qui a malgré tout réussi à maintenir sa position de numéro 1. Donc ça ne va pas bousculer l'environnement, mais c'est une concentration du secteur. Sachant que vous vous souvenez récemment, mais alors finalement ce ne sont pas des fondeurs, mais dans ce marché-là, ARM avait été racheté par SoftBank pour 29 milliards de dollars, mais ARM n'est pas un fondeur. ARM c'est juste un concepteur et qui fait qui fait produire par des fondeurs justement. Et la remarque dans tout ça, c'est que finalement, un peu sur ce qu'on disait précédemment dans le cloud, sur les 20 premiers, on a 11 Américains et seulement 3 Européens. Et donc NXP est l'un des 3 qui vient de se faire acheter. Donc il va rester 2 Européens, ST Microelectronics, donc le franco-italien, et puis Infineon, l'allemand. Donc 2 Européens spécialistes de semi-conducteurs sur les 20 premiers. Là aussi, il y a un petit problème. Donc c'était quand même intéressant de le souvenir, sachant qu'on voit bien on est de plus en plus dépendant des semi-conducteurs. Et si on regarde sur 20 ans, le chiffre d'affaires du secteur est passé à plus que doublé, passé de 144 milliards à 330 milliards. Donc on voit bien que c'est vraiment un secteur qui va continuer à progresser de manière considérable. Donc avoir progression du secteur, concentration, et donc ce rachat qu'on vient de mentionner qui est quand même très significatif. Alors ça c'était pour les événements de la semaine passée, et on passe à la semaine prochaine, alors j'allais dire même carrément au futur, puisqu'on parle de robotique et de droit, puisque la montée en puissance des robots, de l'intelligence artificielle, évidemment on pose un certain nombre de questions juridiques, et c'était l'occasion d'un livre blanc récent. Oui, alors effectivement, c'est la CIMOP, qui est une association professionnelle qui, en coopération avec en particulier Alain Bensoussan, qui est l'avocat bien connu dans le secteur, qui a publié ce livre blanc. Et effectivement, vous l'avez mentionné, on évalue aujourd'hui en France à 30 000 robots. Mais on voit bien que ça va exploser dans les années qui viennent et poser des problèmes absolument considérables, des problèmes d'assurance, des problèmes de droit, des questions toutes simples. Une voiture autonome est sur la route, elle a un accident, qui est responsable? Est-ce que c'est le conducteur qui ne conduisait pas justement? Est-ce que c'est le propriétaire de la voiture? Est-ce que c'est le fabricant? Dans quelles conditions? Un robot aidé d'un chirurgien fait une faute pendant l'opération, qu'est-ce qui se passe? Un algorithme de banque vous fait un prêt et puis vous le refuse, est-ce qu'on peut l'attaquer parce que l'algorithme il est discriminatoire, je ne sais pas quoi? Donc on voit bien que tout un tas de problèmes. Alors on se souvient des trois lois d'Isaac Asimov, on les connaît. Pour les fans de science-fiction. Alors il doit obéir aux ordres. Deuxièmement, il ne doit pas faire de mal aux humains. Il doit obéir aux ordres si ça ne contredit pas la première loi, et il ne doit pas se faire de mal à lui-même si ça ne contredit pas les 2 premières lois. Donc c'était la structure un peu minimaliste pour que finalement le monde des robots fonctionne. Et là, avec ce livre blanc, on est allé beaucoup plus loin avec une description du monde de la robotique, de l'évolution et des problèmes que ça pose, avec les premiers fondements de droit qu'il va falloir finalement inscrire dans le marbre. Et donc Alain Bensoussan, qui est passé sur RTL, dans la matinale d'RTL, disait qu'il aimerait, que son rêve c'était d'être le premier avocat dans un procès qui impliquerait un robot. Donc on attendra ce moment et puis on en reparlera à l'occasion. Alors en attendant ce futur plus ou moins proche, on revient sur quelque chose qui a décrié la chronique, notamment au travers d'une émission télévisuelle, à savoir le contrat entre l'armée française et Microsoft. C'était l'occasion d'une émission d'Élise Lucet, Cage Investigation, et sur laquelle
vous avez souhaité revenir. Alors effectivement, donc, il y a eu cette émission, il y a eu ensuite une interview dans Le Monde de Guillaume Poupard, qui est le directeur de l'ANSSI. Et donc tout ça, en général, on parle d'un coup de gueule, là on va dire un sujet d'étonnement, parce qu'on ne sait pas très bien quoi en penser. Donc là, c'est un contrat qui a été signé entre Microsoft et le ministère de la Défense. Donc c'est des contrats quadriennaux. Donc le premier a été signé en 2009 de mémoire, donc 80 millions. Le deuxième en 2013, 120 millions. Et le troisième va être, a priori, il est en bonne voie d'être signé en 2017. Peut-être si on respecte 80, 120, 160, on ne sait pas. Donc ce contrat, il pose quand même deux problèmes qui ont été bien investigués dans cette émission Cash Investigation. Le premier, c'est le fait que le gouvernement français ait signé avec Microsoft, non pas France, mais Microsoft en Irlande, pour des raisons fiscales. Et donc le responsable financier de Microsoft était un petit peu embarrassé pour répondre à la question. Et puis le deuxième, c'est évidemment des raisons de sécurité. On sait que dans les produits Microsoft, mais comme dans tous les produits d'éditeurs, il y a des failles de sécurité. Et la question, c'est de savoir, est-ce que Microsoft va jouer le jeu de fournir les informations au plus tôt au ministère de la Défense pour que des tiers ne puissent pas utiliser ces failles de sécurité. Donc ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et le lendemain, Guillaume Poupard était un peu réservé sur la question, parce que c'est quand même lui qui, sur le plan de la sécurité, est un petit peu en prise directe avec Microsoft, qui disait que dans les solutions alternatives, évidemment on parle du logiciel libre, il disait que de manière un peu surprenante que le débat entre logiciel propriétaire et logiciel libre était un débat du passé. J'avoue que c'était un petit peu surprenant. Et là où il a raison, c'est de dire c'est pas parce que vous allez prendre Linux que tout va être réglé et qu'il n'y aura plus de problème. De toute façon, dès qu'il y a un système informatique, il y a des problèmes de sécurité qui vont être posés. La question, c'est de se donner les moyens pour pouvoir trouver les bonnes solutions, les bonnes parades et en temps voulu. Donc c'est un point qui sera certainement sur lequel on reviendra, puisque a priori le prochain contrat va être signé dans les prochaines semaines, prochains mois. Prochains mois, ouais. Eh bien, merci Guy, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, et donc on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À bientôt, merci.